notre pays, j'ai constaté qu'on était toujours trop jeunes pour tout. Pour devenir ministre, il faut au moins avoir 70 ou 75 ans. Pour devenir Premier ministre, il faudrait avoir 80 ans. Et pour devenir président de la République en France, il faudrait être mort. Voilà, une critique du système en forme de boutade, un peu exagérée, mais de quoi garantir le succès dans les salles et dans les sondages. Alors ce plus neuf que moi tu meurs sera-t-il une des clés de cette primaire? Comment les outsiders se battent-ils pour la 3e place derrière un Juppé grand favori et un Nicolas Sarkozy pas encore déclaré? Et cette primaire renouvelle-t-elle l'image du chef à droite? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien tout honneur des candidats neufs ou un peu moins, avec nous 4 invités. Bonjour. Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion et fondateur de Pooling Vox. Gaël Brustier, politologue et spécialiste de la droite. Philippe Guibert, spécialiste en communication. Alors, vous avez accompagné Ségolène Royal durant la primaire de 2006, où elle avait émergé de façon spectaculaire. On verra si ces recettes sont appliquées par d'autres aujourd'hui. Et enfin, Michel Bétan, vice-président d'Avas Paris. Alors, vous connaissez bien la vie partisane à droite pour avoir longtemps accompagné Xavier Bertrand, notamment à la tête de l'UMP, une UMP devenue les Républicains, devenue aussi un parti qui rompt avec sa culture du chef pour organiser ses premières vraies primaires. Alors, déjà, beaucoup de candidats à ce jour, avec des convergences sur les programmes, mais aussi dans la manière de faire campagne, comme aux États-Unis. Plusieurs se sont lancés dans la confection de spots négatifs. Alors, ce n'est pas encore pour se critiquer les uns les autres, mais c'est contre François Hollande pour ses 4 ans à l'Élysée. On commence par celui de l'équipe Juppé sur Facebook et Twitter. Happy birthday, Mr. President. Voilà ce que j'ai fait depuis 4 ans. 10,2% de taux de chômage en 2016. 1 370 000 chômeurs en plus depuis 2012. Un quart des 15-24 ans touchés par le chômage. Et c'est pour ça que je veux insister aussi sur ce qui va mieux. Alors, on continue ou on change? Voilà, dans le même genre, mais sans Marilyn, le spot de l'équipe Le Maire. La politique, c'est d'être jugé sur son bilan. La politique, c'est de faire des promesses et de les tenir. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local. Jean-Yves Le Drian est un très bon ministre de la Défense. Mais je rappelle qu'il est candidat à la présidence de la Bretagne. Il est donc candidat pour les élections régionales et je l'ai autorisé à pouvoir être candidat et être ministre de la Défense et il assumera parfaitement cette tâche. Je sais combien les déceptions sont grandes. Voilà, quant à la team Sarkozy, elle a déposé une gerbe devant Le Bourget, un lieu du fameux discours de François Hollande. Bref, les candidats se marquent dans le concours du meilleur opposant. Certains se marquent aussi dans le concours du meilleur jogger. On sait que Nicolas Sarkozy aime chausser ses baskets lors de ses déplacements ici à Marseille fin avril devant le château d'If. Une photo postée sur Instagram qui a inspiré Bruno Le Maire, lequel 2 jours plus tard tente une sorte de riposte. Alors lui aussi fait du footing, même si c'est plus modestement, dans un parc. Toutefois, cette nouvelle com sur les réseaux sociaux n'éclipse pas la com plus traditionnelle, façon Chirac, exemple au Salon de l'Agriculture, avec Bruno Le Maire très à l'aise. Il dit bonjour à la caméra, là. Voilà, il vous fait même une petite déclaration. Fais une petite déclaration à la presse, ça m'évitera de dire des bêtises. Voilà. Tu vas bien, Jacques? Ah ou non? Il est beau, hein? Ouais. Allez, je vous le rends, mais merci, il est magnifique. Bah, okay. Très belle bête. Après, l'intention de rester ici, au salon. Vous savez, quand on prend du plaisir quelque part, il faut y rester longtemps. Donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir à être au salon, je vais y rester très longtemps. C'est-à-dire très longtemps? 3 jours. Voilà, 3 jours complets, un ministre de l'Agriculture dans son élément. Peut-être plus que Nicolas Sarkozy, qui, malgré des années de pratique, a toujours du mal à flatter le bétail. Il faut que tu les regardes. Décalez-vous, sincèrement, décalez-vous, parce que vous êtes en train de lui faire peur. Voilà, ça c'était pour le match Sarkozy-Le Maire, un match qui se joue aussi dans les librairies puisque tous les candidats ont sorti des livres, plusieurs même pour Alain Juppé, des livres qui leur permettent de rencontrer des lecteurs et non pas des électeurs. C'est l'auteur qui est ici, pas le candidat, et qui va d'ailleurs aller de ce pas signer ses livres. Alors, en ce qui me concerne, je n'y fais pas que campagne, puisque en réalité, je vais également y dédicacer mon livre, Le Sursaut français. Je suis auteur et pas simplement visiteur. Je suis un sportif, je suis un chanteur, je suis un président. Voilà, on
on s'arrête là, hein, mais enfin, on a l'impression qu'il y a quand même de nombreux points communs, comme ça, que c'est un peu... voilà, il y a des passages obligés entre la com réseaux sociaux, la com plus traditionnelle. Alors, est-ce qu'il y a des points, justement, incontournables, selon vous, Michel Bétan? Ou alors, il y a des nuances qui nous auraient échappé? Écoutez, comme on a une multitude de candidats à la primaire assez spectaculaire, et que tous ces candidats disent exactement la même chose sur le fond, parce qu'il n'y a pas de différence, qu'est-ce qui va réussir à les différencier? La forme. Mais sur la forme, on a déjà tout vu. D'accord. Et donc en fait, on a l'impression en réalité qu'on assiste à un concours du déjà vu. Donc la signature d'un livre, oh là là, c'est très très moderne en politique, on n'a jamais vu ça avant. Aller au salon d'agriculture, mais c'est incroyable, aucun n'a jamais été dans aucun salon d'agriculture. Et puis faire du footing, mais vous vous souvenez pas de Dominique de Villepin sur la plage? Si, on se souvient du match Nicolas Sarkozy-Dominique de Villepin avant 2007, voilà, effectivement. Donc, comme ils ont du mal à se démarquer sur le fond, ils se disent, autant avoir du mal aussi sur le fond. Je crois qu'ils sont en train tous de se copier sur la forme, avec un résultat qui reste, à mon avis, en termes d'effet de communication, égal à 0. Pourquoi? Parce que je pense que les Français, aujourd'hui, n'ont pas envie de gens qui sachent faire campagne sur la forme, mais ils ont envie de se projeter avec quelqu'un qui a déjà été, qui a l'image d'un président de la République. Or aujourd'hui, les Français, ils ont élu 3 personnes avant, en 2000, en 95-2002, en 2007 et en 2012, 3 candidats qui savaient faire campagne, très bien campagne. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont envie d'élire quelqu'un qui sait faire président de la République. C'est peut-être différent. Ah, d'accord. Alors, ce qui pourrait plaider, effectivement, pour ceux qui sont peut-être en tête dans les sondages, si je vous comprends bien, à Alain Juppé, à qui on avait consacré une émission entière il n'y a pas longtemps, mais concernant les outsiders, est-ce que vous êtes d'accord, vous qui avez justement accompagné l'émergence de Ségolène Royal, on l'a dit, sur le fait que ces recettes-là qu'on voit, notamment de la part des outsiders, elles sont un peu usées Je trouve que les outsiders tentent quand même quelques coups. Bruno Le Maire a essayé avec le contrôle bancaire des titulaires du RSA, sauf erreur de ma part, qui est une proposition avec des propositions fortes. Des sortes de petites bombes médiatiques dans l'électorat de droite sur un sujet de l'assistanat qui est extrêmement sensible pour l'électorat de droite. Donc il y a quand même des tentatives. Fillon essaye quand même sur le programme d'être plus que le monsieur plus de la primaire de la droite en étant plus libéral, en allant plus loin dans les baisses de dépenses et dans l'austérité. Donc les outsiders essayent quand même de se positionner un tout petit peu sur les idées, mais c'est vrai que ce que vous dites sur les favoris, en revanche, est tout à fait juste. Il va falloir qu'ils définissent leur champ de compétition entre Juppé et Sarkozy, qui jouent donc le rôle de favoris. Alors c'est très différent de la primaire de gauche de 2006, puisqu'en 2006, Ségolène Royal était une personnalité inattendue, en tout cas pour le microcosme politico-médiatique. Oui, comme pourrait l'être Bruno Le Maire aujourd'hui, comme pourrait l'être... Oui, mais sauf qu'elle a été favorite tout de suite. Tout de suite, oui. Elle est arrivée tout de suite favorite. Pendant toute la campagne des primaires de 2006. D'accord, donc c'est ça la différence. Là, c'est un Alain Juppé qui est quand même pas totalement inattendu. Totalement inattendu, d'accord. Sur ces images qu'on vient de voir des candidats, et notamment des outsiders, est-ce qu'on est dans l'iconographie classique du leader de droite, ou est-ce qu'il y a des choses finalement qui sont des nouveautés, même si on nous refait le match du jogging, des choses peut-être déjà vues? Oui, le salon de l'agriculture, ils empruntent à l'image évidemment de Jacques Chirac, grand leader de la droite, coutumier du milieu agricole qui est encore mythifié par la droite, puisqu'à chaque fois qu'ils ont des déconvenus dans le milieu rural, ils s'imaginent que ce sont les agriculteurs qui votent pas pour eux, alors que quand vous avez 6 familles d'agriculteurs dans un village, vous avez 40 familles d'ouvriers. Mais ça, ils l'ont encore pas vu. Mais c'est un petit problème de perception du pays qu'ils ont. Après, sur la communication, je pense qu'elle doit être mise au service en général, surtout dans une primaire. Ils sont en train de découvrir ce que c'est qu'une primaire, d'une ligne politique. Et là, il y a un décalage entre les deux dans ce qu'on vient de voir. Là, c'est les figures imposées. C'est comme le patinage artistique, donc ils vous font les figures imposées dans tous les domaines. Le livre que personne n'achètera, l'apparition au salon de l'agriculture, il y en a certains qui ont été des succès librairie. Enfin bref, voilà. Là-dessus, c'est un sujet en soi très intéressant d'ailleurs. Comme pourquoi un livre perce en politique et pourquoi d'autres ne percent jamais, etc. Je pense que le lecteur se trompe rarement. Donc on est dans des figures imposées. Les figures imposées. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est le moment où la communication va rencontrer une ligne politique, et c'est à ce moment-là que, comme pour parler d'une autre primaire, il y a 5 ans, je réfléchissais à ça, le grand succès dans l'équipe d'Arnaud Montebourg avait été d'imposer dans une dépêche AFP à la même date le mot démondialisation. C'est ce qu'allait faire son succès à partir d'août et septembre et l'amener à 17%. Là, Bruno Le Maire, si vous voulez, moi je suis assez attentivement ce qu'il fait parce qu'il a un certain nombre d'atouts, mais on ne sent pas ce qui fait sa force.
spontanément, il fait les figures imposées comme les autres. Il est jeune, il n'arrête pas de le répéter. Alors, mais la justement, ligne idéologique, ce qui fait sa verticalité d'une certaine manière, on ne il n'a perçoit pas pas. associé, vous dites, On un perçoit mot. pas. Alors, il y a un mot quand même dont on parle beaucoup à propos de Bruno Le Maire, du moins dont il parle beaucoup lui-même aussi. C'est ce fameux mot renouveau qu'il a décliné. Alors là, c'est pas lors d'un footing, c'est lors d'un marathon à travers les salles polyvalentes de France, entamé il y a déjà plusieurs semaines, voire déjà quelques mois. Ah, vous n'allez pas y couper. Il serre les mains, Bonne journée. toutes les mains. Il marche vite, embrasse beaucoup. Bruno Le Maire cultive donc un côté Chirac. Mais un Chirac de 46 ans, ses interlocuteurs l'ont compris. Et lui, il sait en jouer forcément. Les gens aiment le muscat jeune. Au niveau de la politique, c'est pareil. Il faut des jeunes et l'utiliser que de suite. Il dit beaucoup mieux que moi ce que je voulais dire. Voilà, je suis un muscat jeune. Depuis 2 ans, son credo, c'est donc le renouveau. Du sang neuf en politique, veut-il croire. Il serait peut-être temps enfin de laisser la place à une autre génération parce que vous en avez assez de 30 années de vie politique qui n'ont donné aucun résultat. Voilà, du renouveau, c'est son mot d'ordre décliné en différents slogans. Ce soir-là, un peu plus de 200 personnes sont venues l'écouter dans ce village du Pas-de-Calais. Il affiche sa décontraction et tout de suite déroule son credo, celui du renouveau. Dans notre pays, j'ai constaté qu'on était toujours trop jeune pour tout. Pour devenir ministre, il faut au moins avoir 70 ou 75 ans. Pour devenir Premier ministre, il faudrait avoir 80 ans. Et pour devenir président de la République en France, il faudrait être mort. Voilà, alors bon, on rappelle quand même que Bruno Le Maire lui-même fut ministre à 40 ans et Nicolas Sarkozy élu à 52, mais enfin bon, cette formule en tout cas semble assurer un certain succès. Vous dites, il n'y a pas de mot fort, on a quand même l'impression que c'est ça qui a assuré le succès de Bruno Le Maire. On va peut-être continuer puisque vous étiez lancé avant. Non, le maire a une qualité, c'est qu'effectivement, il parvient à imposer l'idée qu'il est le jeune de la campagne. Le problème, c'est que ça ne peut pas durer comme ça encore pendant 6 mois. C'est-à-dire, aller jusqu'à la primaire en n'ayant que ça comme slogan, c'est très, très faible. Alors qu'il va être obligé, à un moment donné, de mettre... D'accord, c'est pas suffisant. Avant, Il faudrait une idée forte, un Oui. concept fort. Martine Aubry, a 5 ans au Parti Socialiste, on sait que c'est la dame des 35 heures. Donc elle parvient à agglomérer un certain nombre de segments de la gauche qui se reconnaissent spontanément en elle. On sait ce qu'est François Hollande, D'accord, il est porté par les sondages d'ailleurs de second tour. Pour le reste, là on ne sent pas du tout ce qui fait la force, le thème, la vision qui va lui permettre de percer et derrière de développer son message. D'accord, c'est du court terme, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. L'un ou l'autre, allez-y. Ce qui est un peu embêtant avec ce slogan du renouveau, je ne sais pas ce que Bruno Le Maire, s'il ne sort pas vainqueur de la primaire, va raconter dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce que le renouveau, ça sera passé. C'est-à-dire on est toujours le jeune ou le vieux de quelqu'un. Et donc forcément, aujourd'hui, c'est un coup de fusil, mais il n'y a qu'une balle. Il n'y en aura pas 2. Et il ne pourra pas l'utiliser à chaque fois. Donc je vois bien... Il aura 5 ans peut-être pour trouver mais le problème, c'est que ça va lui coller. Ça va lui coller à la peau. C'est que dans 5 ans, on va lui dire quoi? On va lui dire, vous avez l'âge de Nicolas Sarkozy quand il est devenu président de la République, donc aujourd'hui, laissez la place aux jeunes. Donc c'est pas un bon thème même pour lui. Il me semble qu'il faut faire attention quand on utilise ce type de mots en communication et qu'on veut en faire un élément fort d'identification, voire d'appropriation, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Parce qu'il faut qu'on puisse utiliser en cohérence ce mot pendant de très, 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 très nombreuses années. D'accord, et jusqu'à preuve du contraire, tout le monde vieillit. Et jusqu'à preuve du contraire, à moins que maintenant nous savons que nous allons avoir une nouvelle crème qui va faire que nous allons continuer à rester jeunes, même si son visage ne change pas, en tout cas son état civil va continuer à changer. Et donc je crois que ça va lui poser un problème politique juste dans les mois qui viennent. Surtout, pour terminer, si apparaît sur la scène politique nationale quelqu'un de plus jeune que lui. Un plus jeune. Parce que là, pour l'instant, ça compliquera sa tâche, en tout cas. Oui, à l'aune des sondages, vous êtes d'accord? Oui, il y a un phénomène encore plus fondamental, c'est qu'on parle beaucoup de jeunesse, probablement avec une certaine fascination pour Manuel Valls et Emmanuel Macron, parce qu'au fond, les exemples de jeunesse en politique... Oui, finalement, il y en a, il exagère un peu. Ça vient plutôt de la gauche actuellement. Mais il y a un petit problème, il faut faire quand même très attention sur ce thème-là, c'est que les sondages ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais il semblerait
semblerait que le corps électoral de la prochaine primaire, qui n'est pas fixé jusqu'au bout, par définition, comportera entre 40 et 50% sur les instituts de retraités. D'ailleurs, on voit qu'il il prône la jeunesse face à des salles pas forcément très jeunes non plus. Il y a un décalage. Oui. Thème délicat. Évidemment, les gens ne votent pas pour des gens qui leur ressemblent, mais malgré tout, il faudra quand même très attention. On se souvient de la mésaventure de Lionel Jospin lorsqu'il avait attaqué Jacques Chirac sur son âge lors de la campagne de 2002. D'accord, oui. Vous êtes d'accord? Finalement, alors, on avait l'impression que c'était ça, la martingale, ce renouveau. Pas du tout. Alors, consensus? Oui, enfin, c'est quand même un atout pour émerger comme outsider. Il y a un thème qu'il a commencé à évoquer qui s'appelle l'Europe, qui est le grand non-dit quand même de cette primaire de droite, comme de la vie politique française de manière générale, puisqu'ils sont tous d'accord effectivement sur le plan économique a priori. Quand il va falloir qu'ils financent, parce qu'à un moment donné où il va falloir qu'ils rentrent un peu dans le détail et pas simplement derrière des slogans sympathiques, quand il va falloir qu'ils justifient un peu le financement de leur baisse de dépenses et de leur baisse d'impôts, ils vont vite se retrouver confrontés au problème. François Hollande. Exactement. Et je trouve que là, le fait que le maire ait soulevé la question européenne, que personne ne soulève pour l'instant à part lui dans cette primaire, est un angle intéressant. Je ne sais pas ce qu'il en fera. Oui, parce qu'il n'y a pas encore, à ce que disait Gaël Brussier, effectivement, c'était la force d'Arnaud Montebourg, c'est d'avoir imposé un mot démondialisation à sa personne. Pour l'instant, aucun n'a encore ou un sujet ou un slogan, thème, un concept. Voilà. Et là, il a peut-être quelque chose. Alors, un autre grand innovateur politique qui a fait sa force pendant des années, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est capable de transgression, il est capable de triangulation au sein de son propre camp, en étant plus à gauche que Juppé, par exemple. Il est capable... on attend de voir... En tout cas, le renouveau, pour vous, c'est pas un thème où il y a consensus qui permettra de durer. Ça suffit pas. Alors, la différence avec la rupture qui était utilisée par Nicolas Sarkozy. Rupture, c'était un mot fort. C'était un mot fort, mais c'était un mot fort qu'il pouvait décliner dans le temps. Le renouveau, on ne voit pas d'abord à quoi ça correspond, si ce n'est à se renouveler tout le temps. Comparer, mais non, d'accord, je vois bien, il essaie de se comparer aux trois installés que sont Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon. Mais ça ne suffira pas, en tout cas, dans la déclinaison, parce que le renouveau, même dans les idées, on ne le voit pas. Et pour reprendre ce que vous disiez sur l'Europe, mais moi je suis désolé, je peux vous citer 5 exemples de thèmes imposés par Bruno Le Maire depuis 2 ans, qui durent 24 heures, 48 heures. Et derrière, il y a quoi? Pourquoi? Parce que ça n'imprègne pas les gens. L'Europe, ça fait 30 ans qu'on en parle. Qu'est-ce que ça laisse dans la tête des gens? De même que lorsqu'il a utilisé l'histoire du RSA. Regardez, le RSA, ça a duré combien de temps, les médias? 24 heures. Il est le premier à l'avoir utilisé. Peut-être aussi parce qu'il change, peut-être qu'il ne reste pas assez longtemps sur un thème, puisque c'est lui ou les médias. Mais je pense que Bruno Le Maire, il a d'autres qualités à faire prévaloir qu'uniquement le renouveau. Je pense qu'il peut incarner une ligne politique, une vision, et qu'aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit tout à l'heure, sa vision, on ne la voit pas. Autant Alain Juppé, je vois quelle est sa vision, il a décidé de ne pas séduire et d'être comme il était, en termes de communication. Autant Bruno Le Maire, je pense qu'il s'il était porteur d'une vision, ça changerait la donne peut-être. D'accord, une vision pouvant être aussi ne pas séduire, ça va largement. Alors, on va y venir parce que vous avez parlé justement de François Fillon. Alors François Fillon, au départ, c'était lui le troisième homme. Il a répliqué fortement, justement avec cette question des programmes et des positionnements sur les programmes. On l'écoute. Ma conviction, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 projets sur la table qui ont une colonne vertébrale, qui ont une signification, qui ont été travaillés. Il y a un projet, celui d'Alain Juppé, qui est un projet, j'allais dire, classique, qui s'inscrit dans les schémas politiques du XXe siècle. On va pouvoir considérer que ça lui donne raison. Donc avec Alain Juppé, il n'y aura pas de réforme. Si, mais elles seront conduites à un rythme qui, à mon avis, n'est pas du tout compatible avec la gravité de la situation de notre pays. Et moi, je propose un projet de rupture. Voilà, c'est les 2 seuls projets qui sont sur la table. À ma connaissance, aujourd'hui, j'en vois pas d'autres. Les autres, Bruno Le Maire, qui sillonne la France, Nicolas Sarkozy Bruno aussi. Le Maire a beaucoup de talent, mais en gros, le projet qu'il propose aux Français consiste à dire mettez dehors tous ceux qui ont gouverné. Au passage, il a d'ailleurs gouverné pendant près de 5 ans dans les gouvernements dont j'ai eu la responsabilité. C'est pas un programme, c'est pas un projet, c'est pas un projet construit. Voilà, c'est pas un programme. Enfin bon, il est grosso modo d'accord avec vous, François Fillon. Puis il a employé un mot, c'est le mot rupture. Et c'est d'ailleurs un mot qu'il emploie souvent. Mon programme est un programme de rupture. Alors on verra cette thématique qui reprend celle de Nicolas Sarkozy est intéressante. Quant à Jean-François Copé, son ex-grand rival de 2012, alors lui aussi il revient avec un thème, le renouveau aussi, et puis la droite décomplexée.
Moi, je n'ai pas été président de la République, je n'ai pas été Premier ministre, notamment dans le quinquennat précédent. Vous avez été associé aux décisions oui, ben, vous vous souvenez du contexte. La coproduction législative. Oui, voilà. C'est-à-dire à un moment... Quand même... Mais non, mais justement, c'est-à-dire que ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'avec mes amis députés à l'époque, nous voulions pousser beaucoup plus loin certaines réformes. Et que, parfois on a eu gain de cause, comme pour imposer l'interdiction de la burqa en France, hein, ça a été tout un combat. Mais dans d'autres domaines, on n'a pas eu gain de cause. Enfin, un dernier point, si vous le permettez. J'ai choisi un angle qui n'est pas tout à fait celui des autres, qui part d'un principe simple. Pendant les 18 mois où j'ai été silencieux, où j'ai beaucoup tourné en France, le même message est revenu des Français, d'où qu'ils viennent, qui est de dire, en fait, notre problème, c'est que le pays n'est plus commandé. Et donc, mon message, et je le délivre partout, c'est le retour de l'esprit de décision, de commandement, de ne plus avoir la main qui tremble quand il faut décider. C'est ça la droite décomplexée dont je parle depuis des années. C'est une droite qui ne fait pas de langue de bois, mais qui surtout n'a pas la main qui tremble quand il faut décider. Voilà, alors là encore, hein, chez Jean-François Copé, ce fameux thème du renouveau et puis cette droite décomplexée, alors que pour le coup, on avait bien entendu droite décomplexée, c'est un thème qu'on avait bien associé à Jean-François Copé. Est-ce que là, pour le coup, ça peut être un mot porteur? Bon, Jean-François Copé, lui, est déjà candidat, c'est sûr. Oui, puisqu'il a ses parrainages. Hein. Ses chances, pour l'instant, paraissent très limitées, alors qu'il y en a un dont on vient de parler, qui me paraît beaucoup mieux placé. D'accord. C'est François Fillon. François Fillon amène, dans les études, on voit une certaine densité. Il est couturé parce qu'il s'est battu avec Jean-François Copé, il s'est battu avec Nicolas Sarkozy, etc. Et puis, François Fillon, c'est intéressant parce qu'il y a un décalage total entre l'image que l'on a souvent dans les milieux journalistiques et l'image qu'on a à l'opinion. Beaucoup de gens disent c'est un ancien gaulliste, etc. Mais les Français, ils ne se souviennent pas de ça, ils se souviennent qu'il a fait la réforme des retraites. C'est essentiellement ça, cet acte fondateur. Dernière chose, on le verra peut-être pour François Fillon, lui, j'ai enfin trouvé une différence entre les différents candidats. Lui, il y a un petit truc d'image qui pourra peut-être exploiter. À droite, ça peut être utile. C'est sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Contrairement à ce qu'on croit, dans ce public qui va voter à la primaire, ça peut être plutôt un atout. S'en souviennent. Et d'accord. Donc, de toute façon, on va revenir aussi sur l'évolution de François Fillon, parce qu'on va voir qu'il a pas mal évolué sur cette riposte face à l'émergence de Bruno Le Maire, et puis sur ce thème rupture justement qu'il reprend. Droite décomplexée. Voilà encore ça, un terme nouveau. Alors on vous interroge sur Copé, vous répondez sur Fillon, ou c'est l'inverse? Mais je suis désolé, je reprends dans l'ordre de diffusion. Dans l'ordre de diffusion, c'est Jérôme qui a souhaité faire une inversion. Moi, je préfère repartir depuis le début. Donc Jean-François Copé, voilà, il utilise encore le terme décomplexé. Voilà encore un terme nouveau. On l'a pas entendu pendant la campagne interne de l'UMP pendant un an. Pas du tout. Le pain au chocolat, la droite décomplexée. Donc en fait, c'est du recyclage. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous disiez qu'il faut que les thèmes puissent durer. Au moins, lui, il reste sur les mêmes thèmes. Non, mais je suis d'accord, mais c'est du recyclage et on ne voit pas ce que ça veut dire, la droite décomplexée. Sortez dans la rue, demandez à quelqu'un de savoir, mais ça évoque quoi pour vous, la droite décomplexée? Par contre, quelque chose qui est beaucoup plus intéressant qu'il évoque, mais comme il évoque en dernier, on a oublié, il l'évite en deuxième, on l'a oublié, c'est le thème de l'autorité. Là, c'est un thème de droite, sur des valeurs de droite, de l'ADN de droite, qu'il est capable de porter. Et notamment quand on regarde les études d'opinion, pardon Jérôme, je vais en faire 2 secondes, pour dire que qu'est-ce qui est refusé, réfuté pour François Hollande? Son manque d'autorité. Et donc, il a quelque chose qui peut le faire émerger par rapport aux autres. Le seul problème de Jean-François Copé, c'est que l'autorité, à droite, elle est incarnée par Nicolas Sarkozy. Et elle n'est pas incarnée par lui. Donc, il essaye d'émerger quelque part, il n'y arrive pas. Quant à François Fillon, son problème, c'est qu'il est comme Jean-François Copé. Je rappelle juste une petite chose quand même, il faut toujours l'avoir en tête. En juin-juillet 2012, après la présidentielle, quand on demandait aux Français qui d'après vous sera président de la République à droite ou candidat à la primaire à droite, c'était Fillon 1, Copé 2. Regardez aujourd'hui où ils sont et l'un et l'autre. Il s'est passé un événement qui n'a pas été un petit événement, et je crois que ni l'un ni l'autre ne se sont pas relevés et vont avoir du mal à se relever. Et ils pourront faire ce qu'ils voudront. C'est quoi l'événement? C'était la fameuse présidence de l'UMP? La fameuse présidence de l'UMP où tous les deux ont cassé tous les segments de leur image les uns après les autres. C'est une erreur pour Jean-François Copé de revenir à son positionnement de cette campagne des primaires. Le problème, c'est qu'il a dit qu'il s'est tué pendant 18 mois et qu'il a réfléchi, qu'il a tourné en France. Il est revenu avec la droite décomplexée. Il a super beaucoup réfléchi, ce monsieur. Philippe Guibert, un petit mot, vous vouliez réagir? Oui, ce qui est très étonnant dans ce début de primaire, c'est que la question identitaire
la question de l'islam, qui est très sensible quand même pour leur électorat, notamment pour l'électorat retraité dont on parlait tout à l'heure. Cette question-là, pour l'instant, il l'exploite assez peu pour se différencier. Juppé s'en était servi pour se différencier de Sarkozy, ça on l'avait déjà commenté d'ailleurs. Oui, mais enfin, on ne peut pas dire que là, depuis que la primaire a vraiment commencé depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que la question identitaire soit fondamentale. Moi, j'attendais que Copé, enfin j'attendais, c'est un grand mot, je m'attendais à ce que Copé utilise il l'évoque quand même, mais pas... Il évoque, mais enfin, il n'en fait pas le cœur de sa campagne. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que à qui il s'adresse. Encore une fois, il pense que celui qui gagnera la primaire gagnera l'élection présidentielle, en fait. Et là, je reviens sur la sociologie de cette primaire, c'est fondamental, il l'analyse en permanence, et cette sociologie renvoie à une idéologie unique. On a des retraités, des professions libérales, des cadres, grosso modo, ils adhèrent à ce qu'on appelait autrefois la droite orléaniste, en tout cas vaguement libérale, enfin libérale, ça signifie qu'en fait ils souhaitent que les intérêts de leur catégorie soient bien servis. Leur dire, alors c'est quoi le mot nous nous affolons pas d'un point de vue philosophique, hein. Et du coup, effectivement, ils parlent essentiellement de choses matérielles. Et au niveau identitaire, il y a une forme de neutralisation. Je rappelle qu'Alain Juppé, par exemple, a tenu à faire la une du Point avec Alain Finkielkraut, très précisément pour dire, vous en faites pas, ne croyez pas que je sois plus mou que les autres sur l'islam. Même s'il était pas contre le voile à l'université, on le rappelle. Alors, on va revenir à François Fillon, qui a, alors là, on revient sur l'image, la forme, mais on a dit que c'était important dans cette campagne, qui a riposté, on a l'impression du moins, au décollage dans les sondages de Bruno Le Maire, en opérant une vraie mue, oui, osons. Pour juger du changement, on commence par le Fillon d'avant, on est en février 2016. C'est quoi le style de François Fillon en campagne? Faire du VTT avec la police municipale. D'ici l'été, il sera passé par tous les départements français. Si vous me faites l'honneur de me choisir, je ne tremblerai pas. Voilà, la main ne tremble pas, et le style se revendique un peu comme de l'anticom, même si, comme Bruno Le Maire, il fait le Tour de France et des fédérations, mais à partir d'avril, ça change. Regardez. Qui est dans l'avenir européen et saura le construire? Moi, qui ai voté contre le traité de Maastricht parce que l'Europe est une civilisation et pas une bureaucratie, ou ceux qui aujourd'hui accusent lâchement Bruxelles de tous nos maux pour ne pas avoir à les traiter comme toute nation digne de ses propres responsabilités. Alors Philippe Guibert-Diré, il parle d'Europe, il revendique aussi son profil séguiniste, mais surtout, parce que nous on s'intéresse aux choses fondamentales, eh bien il tombe la cravate, un style plus décontracté qu'il va garder début mai lors de son premier grand meeting interactif, une révolution dans la forme, et dont voici le principe. Alors c'est une réunion publique qui va être autant interactive que physique, puisqu'on va demander aux gens de participer en ligne, de voter directement en ligne sur les propositions de François Fillon, de poser leurs questions en direct sur les réseaux sociaux, auxquelles François Fillon répondra depuis la salle. Voilà, donc c'est un meeting avec des téléphones portables, on vote depuis la salle et puis on peut poser ses questions aussi par Internet, Facebook, etc. Un meeting interactif dont est très fier l'animateur du débat. Une question qui peut être soumise à François Fillon et qui prouve que cet événement est à la fois interactif et physique, c'est que cette question nous vient de Marseille, dont la députée Valérie Boyer est dans la salle et dont l'équipe de campagne est réunie, ils sont plus d'une cinquantaine à Marseille, et c'est Julien Paudois qui nous pose cette question. Il vous demande, Monsieur Fillon, comment peut-on améliorer le système d'orientation des jeunes pour trouver un emploi? C'est une question qu'il a posée sur Twitter, depuis le compte Twitter de Marseille. Et cette question rejoint un nombre important d'autres questions, notamment sur Facebook, où nous avons Madame Anne Perret, qui nous fait un témoignage dans le même sens et qui évoque sa fille et qui, à 24 ans, a dû se réorienter, faute d'avoir été conduite dans une filière sans débouché. Voilà, François Fillon, vous avez la parole devant. Voilà, et là encore, pas de cravate. Alors, on commentera ce point central tout à l'heure. Mais d'abord, vous disiez pendant l'extrait, c'est du Ségolène Royal 2006. Vous avez reconnu les ingrédients Oui, avec les réseaux sociaux en plus, qui enrichissent quand même un peu l'exercice. Mais la démocratie participative de Ségolène Royal en 2006 ressemble un peu à cet exercice-là. Là aussi, ah bon, vraiment? Parce qu'à l'époque, les gens devaient lui apporter des propositions. Là, il lui pose des questions. On a quand même l'impression que c'est lui qui répond. Oui, d'accord. Mais enfin, le principe est quand même l'interaction avec
avec ses soutiens pour les mobiliser. Donc c'est quand même la même philosophie. Les modalités sont un peu différentes, je vous l'accorde. Mais c'est quand même la même inspiration qui est de mobiliser des soutiens par une forme d'interaction, par une forme de participation à l'élaboration d'un projet présidentiel. Et puis c'est vrai qu'il y a une vraie révolution pour le coup, parce que pendant longtemps, François Fillon, eh bien, il déclinait ses propositions de manière thématique, on va dire au mépris ou sans tenir compte de l'agenda. Et puis ça lui a valu quelques déboires où il était complètement déconnecté de l'actualité. Là, on a l'impression qu'il veut vraiment rentrer en phase avec des préoccupations. Et il paraît que c'est pour ça qu'il a... Enfin, je ne sais pas si c'est décollé, mais en tout cas remonté dans les sondages. Pour vous, c'est un vrai succès, cette opération? Oui, pour l'instant, il a remonté dans un seul sondage. Tout ça est extrêmement fragile et changera encore. D'accord. Mais sans se baser sur les sondages, basons sur l'analyse de ce qu'il fait, alors. Et ne travaillant pas pour François Fillon, on l'a dit tout de suite. Cependant, je pense qu'il commence à avoir un mix, en quelque sorte, qui est pas mal. C'est-à-dire qu'il rajoute cette touche de modernité sur une image qui est une image de droite patrimoniale qui a fait son succès. La modernité, c'est quoi? C'est le Facebook, le Twitter, le vote par le fait qu'il enlève la cravate? Il en avait besoin. On voit bien qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise que Bruno Le Maire lorsqu'il est en situation lorsqu'il est en contact de la population. Il a un métier... Ah bon, vous le voyez comment? Et puis par ailleurs, il colle à cette image traditionnelle de la France. Il a un petit côté, je trouve, c'est très subjectif, Philippe Noiret, voire Claude Sauté, le velours Côtelet, tout cela, qui est vraiment parfaite, qui plaît. Encore une fois, je pense au public de ces malheureuses primaires et je trouve qu'en termes de communication, c'est pas mal quand même. Alors, vous avez dit il est beaucoup plus à l'aise que Bruno Le Maire. On l'a quand même vu très à l'aise avec ce coq là tout à l'heure au Salon de l'Agriculture. Non, vous le trouvez plus à l'aise dans l'échange, dans le contact? Chacun part de ses propres handicaps et essaie de les compenser. On voit bien que de son côté, Bruno Le Maire, qui a une image quand même de techno absolue, si vous voulez, essaye de faire le type décontracté. On est quand même encore très très loin de Jacques Chirac. Michel Bétan. Moi, il y a deux choses. D'abord, il y a la forme et il y a le fond. Bon, pour François Fillon, c'est sûr que je trouve que même sans cravate, il reste un peu très british. Ah ouais. Mais alors, attendez, cette histoire de la cravate, j'ai beaucoup insisté dessus. Ça peut paraître anecdotique. D'ailleurs, je vois que vous avez tous des cravates sur ce plateau, mais le fait de l'enlever comme ça... On peut l'enlever, il n'y a aucun problème. La question, elle n'est pas là. La question, elle est, c'est que... On a l'impression qu'il y a une grande réflexion autour de cette question, Bruno. C'est si important parce qu'en fait, ça moi, je pense qu'objectivement, ce n'est pas un problème de cravate ou Bruno Le Maire de manches relevées, de pieds sur la chaise, etc. Ou de discuter, etc. Je pense que les gens, quand ils regardent quelqu'un, quand ils écoutent quelqu'un, ils essayent de se projeter avec lui dans quelque chose qui incarne la fonction présidentielle. Et... François Fillon, avec ou sans la cravate, il fait président de la République. Comme Bruno Le Maire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est né président de la République. Comme Alain Juppé, depuis qu'il a 6 mois, il est président de la République. Il est né dans sa tête, vous voulez dire? Non, même dans le comportement, dans la façon d'être. Donc ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, parce que, voilà, au bout d'un moment, on finit par être un tout petit peu, ne plus tellement regarder la forme, mais quand même d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai regardé le slogan, le plein emploi. Voilà un slogan nouveau. On ne l'a jamais utilisé en politique. C'est formidable. La vision, etc. C'est formidable. Moi, je trouve que, franchement, il a trouvé... Bon, alors, je vois bien pourquoi il a utilisé le plein emploi, et je vois bien pourquoi, s'il est élu président de la République, il va se fracasser sur le même mur que tous ses prédécesseurs. D'accord, vous voulez dire c'est encore une promesse, un slogan en forme de promesse qu'on ne pourra pas tenir. Il y a un monsieur qui a dit, je vais inverser la courbe du chômage. Il n'a même pas osé dire, je vais faire le plein emploi. Heureusement pour lui, parce qu'il aurait eu du mal. Et donc là, on recommence toujours. Vous vouliez réagir? Il va falloir qu'ils renversent la table à un moment, tous ces outsiders. Parce qu'une primaire, c'est une machine à amplifier les sondages. On l'a vu dans la primaire de 2006, qui était pourtant demi-ouverte. On l'a vu en 2011. C'est celui qui est le mieux placé dans les intentions de vote présidentielles qui est choisi par les électeurs, parce que c'est celui qui est censé, c'est pas toujours vrai, être celui qui va faire gagner son camp. Donc, tous nos outsiders-là, pour eux, c'est, si j'ose dire, plié, s'ils ne créent pas les conditions de renverser la table. Ça se jouera entre Juppé et Sarkozy, avec un net avantage pour Juppé. Donc ça pourrait être quoi, renverser la table, là, quand on les voit? Alors, ils font des meetings interactifs. Alors, vous avez deux solutions. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Vous avez deux solutions. On a bien compris, ils ne l'ont pas renversé, là encore. C'est ça qui rend très compliqué une campagne de primaire, à la différence d'une présidentielle. Soit vous rentrez dans l'affrontement personnel, mais c'est extrêmement dangereux. Alors là, le PS en a fait l'expérience en 2006, puisque cette primaire de 2006 n'a pas été un tremplin formidable pour la candidate Ségolène Royal, ou bien c'est un affrontement idéologique. Mais il faudra choisir. C'est pour ça que je trouve que la question identitaire, vous aviez l'air de dire que tout le monde se neutralise un petit peu sur cette question. Moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Ils seront obligés d'y aller s'ils veulent
vraiment faire une percée. La question européenne, je pense quand même qu'elle n'est pas totalement négligeable. D'accord, donc Bref, c'est recréer du clivage d'une manière ou d'une autre. Soit c'est l'affrontement personnel, auquel cas, là, il part dans un truc... Pardon. Pardon, mais quand même, sur l'identité, je suis désolé, Valls, il va beaucoup plus loin qu'eux. Beaucoup plus loin qu'eux. Qui a eu des propos comme les siens? Donc sur l'identité, d'accord, ils ne peuvent pas aller sur les thèmes qui sont préemptés par Valls. Regardez aujourd'hui, on se retrouve. Quelle différence y a-t-il entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ou Alain Juppé? Il n'y en a pas. Sur les idées qu'ils défendent, sur le libéralisme qu'ils revendiquent, il n'y en a pas. Sur l'identité, quelle différence entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Valls? Aucune. C'est pas ça qui fera la différence. Bon, on va pas rentrer dans la discussion. Alors oui, on va pas. Bon, en tout cas, on a vu que. Voilà, on a entendu. Sur le peut-être dernier mot, Gaël Brusset, sur cette forme de meeting interactif, vous qui vous intéressez à ces nouvelles formes de communication, si vous avez un élément à ajouter. Pas ce qui s'est passé en 20 ans dans cette famille RPR gaulliste, filloniste, pour que ça devienne aussi triste. C'est-à-dire, il y a un truc bizarre, c'est quand même que franchement, ils n'ont pas l'air de se marrer. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que les meetings de RPR de la grande époque, même en cas de défaite électorale, ça riait, ça chantait, ça mangeait, etc. Les gens étaient plutôt heureux d'être là. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Point négatif. Point positif, c'est quand même que dans une France où l'usage du 2.0 des réseaux sociaux est d'une immaturité et d'une nullité en général assez crasse dans le milieu politique, parce que, sauf à se mettre en scène de manière catastrophique, et en s'autodétruisant d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour un certain nombre de personnalités, l'usage du 2.0 est très faible. Là, on a un des hommes politiques, Fillon, qui correspond à quelques autres à gauche, avec des expériences notamment pendant les dernières régionales en Ile-de-France avec Julien Drey, mais qui sont les petites expériences intéressantes de bon usage, d'usage intelligent du 2.0. Et donc là, on peut rigoler parce que le présentateur est un peu tristoun, mais sinon, c'est plutôt intéressant. Pour répondre à Gaël Brusset, je crois que si dans cette campagne entre des gens qui sont issus du RPR, pour l'essentiel, ça ressemble à une campagne de l'ancienne UDF, et pourquoi? C'est tout simplement parce que la droite populaire, elle n'est plus là. La droite qui mettait de l'ambiance, la droite Sardou, elle n'est plus là. La droite Sardou. Elle est au Front National. Ah, c'est donc ça. Forcément, on s'ennuie davantage. Voilà, donc il n'y aura pas de primaire au Front National. C'est peut-être, j'ai cru comprendre. Alors, il y en a peut-être une qui alors vous disiez, il faut se démarquer, il faut renverser la table. Il y en a une qui était connue pour être, je ne sais pas, quelqu'un qui essaye de renverser la table. C'est Nathalie Kosciusko-Morizet, déclarée candidate après ses concurrents. Elle a choisi, du moins on pouvait penser qu'elle avait choisi de détonner avec des formules choc, dont elle a le secret. Je suis en mode greffage de couilles. Je cite, disait-elle dans Le Monde, pour se démarquer de ses collègues trop timorés, un langage fleuri dont elle est coutumière, mais semble-t-il avec des rétropédalages sur les plateaux télé. J'ai l'intention de laisser le concours de taille de Zizi au mec. Ça, c'est vous aussi. Vous avez trouvé ça? Ah bah, j'ai trouvé ça dans le Figaro. J'ai pu le dire, mais je l'avais pas vu. C'est dans le Figaro. J'ai l'intention de laisser le concours de taille de Zizi au mec. Nathalie Kosciusko-Morizet sait utiliser un langage imagé quand elle veut expliquer qu'elle ne va pas faire la course au parrainage. Si vous arrêtez le florilège et que je m'explique. D'accord. Au-delà du langage fleuri. Ça nous plaît bien. Oui, j'ai compris. Il y a cette idée que je pense qu'on a trop reculé et que voilà, et que maintenant il faut y aller. Non mais faut transformer véritablement le pays. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire des demi-mesures. Voilà. Voilà, alors finalement, le greffage de couilles, c'est parce qu'on a trop reculé. C'est sûr que dit comme ça, c'est moins fleuri, mais ça n'empêche pas NKM de ruer dans les brancards, notamment au sujet du changement des règles de parrainage. Seuls les élus de droite et du centre pourront parrainer les candidats à la primaire, alors qu'elle aurait pu compter sur des parrainages, on va dire, plus ouverts. Ça la met très en colère. Changer les règles en cours de route, c'est... Chacun le comprend bien, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable et dans la primaire, ça pose deux problèmes. D'abord, on est en train de refermer la primaire. C'était une primaire qui se voulait ouverte. Cette primaire, elle est de plus en plus fermée. On est en train de cadenasser la primaire, on est en train de la verrouiller. Mais c'est qui le on? C'est qui le on? Mais la direction du parti et tous ceux qui voudraient que la primaire reste un entre-soi. Je souhaite que les déçus de François Hollande, les gens qui auraient voté à gauche en 2012, puissent venir à nous en 2017. Si vous ne gardez en 2017 que les gens qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012, vous savez quoi? Ça fait une minorité de Français. Et c'est comme ça qu'on a perdu en 2012. Voilà, c'est comme ça qu'on a perdu. On va dire qu'elle est quand même
dans le ton un peu plus énervé que les autres. On a l'impression, oui, hein, elle est plus vivante. Alors je sais pas, on dirait énervée, vivante. Est-ce qu'il faut être énervé pour être vivant? Mais et donc, est-ce qu'elle est plus dans cette posture justement? Vous dites, il faut renverser la table, du jeu renverse la table. Oui, on sent qu'elle a un style et des qualités qui peuvent lui permettre de se rapprocher de Ségolène Royal en 2006. Sa malchance, c'est qu'en 2006, Ségolène Royal avait en face d'elle des éléphants qui étaient usés et décrédibilisés à l'époque, alors qu'aujourd'hui, elle a en face d'elle des éléphants de droite, mais qui eux sont encore crédibles. Des éléphants en plein renouveau, c'est ça, Voilà. des éléphants donc qui se c'est beaucoup renouvellent. plus difficile. C'est plus difficile, oui. Alors notre problème, c'est que la grande promesse que font les candidats à la primaire, c'est de l'emporter facilement, ensuite au premier tour, face à la gauche, et donc ensuite de se qualifier face à Marine Le Pen. Et cette promesse de victoire, Nathalie Kosciusko-Morizet a beaucoup de mal à l'incarner, parce que son dernier acte politique majeur, c'est la candidature à la mairie de Paris, et une défaite dans une élection municipale où pourtant la droite a remporté plein de communes. D'accord, donc ça c'est pas dit, mais il faut y penser. Et sur le fait qu'elle recule et qu'elle assume pas, parce que c'est vrai qu'on sent peut-être qu'elle a effectivement un certain énervement, vous dites plus vivante, enfin qu'elle pourrait dans le style détonner, mais on a l'impression qu'elle assume pas. Elle emploie des mots dans la presse écrite sur lesquels elle revient sur les plateaux télé. Enfin, on a l'impression qu'elle hésite sur le style. Est-ce que c'est l'impression que ça vous fait? Est-ce qu'elle a raison? Le style de Nathalie Kosciusko-Morizet a toujours été punchy. Oui, mais là, on a l'impression qu'elle se bride, non? Non, je ne pense pas qu'elle se bride, mais elle a un atout. Enfin, en tout cas, il faut qu'elle le pousse jusqu'au bout. C'est la seule femme de cette primaire pour l'instant. Et donc, vous voyez, sur ce plateau, 4 hommes et une femme, à la primaire... Ouais, pas toujours, hein, je précise. Pas toujours, mais à la primaire pour l'instant, sauf si Michel Alliot-Marie décide d'aller jusqu'au bout. Voilà, il y a Michel Alliot-Marie, il y a Nadine Morano... Oui, mais pour l'instant, je vais dire, la seule qui est crédible et qui incarne quelque chose. Voilà. Et puis en plus, elle était sur un positionnement à droite qui était un positionnement un petit peu vert. Mais pourquoi vous parlez au passé? Parce qu'aujourd'hui, son positionnement, on ne sait plus où elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait plus où elle est. Elle a été avec Nicolas Sarkozy, elle n'est plus avec Nicolas Sarkozy, elle a été avec Juppé, et puis elle a fait un truc avec Bruno Le Maire. Et puis donc en fait, on ne sait pas la question de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est où est sa colonne vertébrale. Mais c'est la question, je peux la retourner pour n'importe quel des candidats à la primaire. Leur question, c'est qu'à partir du moment où ils changent tout le temps de posture, ils vont finir par se faire très mal au dos. Donc il faut faire attention. La colonne vertébrale en politique, c'est la cohérence. Bon alors, mauvais point pour tous ces outsiders, là, décidément. Oui, Gaël Brussier, on approche de la fin de l'émission. Oui, il y a une différence, il me semble, entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Ségolène Royal. C'est que Ségolène Royal partait du Parti Socialiste pour essayer de s'adresser à l'ensemble du pays. Et là, on voit que NKM, en fait, est victime de la polarisation extrême du pays et elle peut cultiver avec talent. Il faut dire les choses, parce que ses provocations, son style, etc., parlent à une sociologie minoritaire, mais qui existe encore au sein de la droite, qui est en gros vraiment la droite libérale à tout point de vue des centres-villes, jeune et éduquée. Donc elle a là, j'allais dire, un passeport pour la durée, mais sûrement pas un passeport pour l'élection. Oui, voilà, parce que les autres cherchaient à s'adresser à un public plus large. Elle cultive, elle est dans son couloir, elle a sa niche. Elle a une niche qu'elle cultive avec talent. Et qu'elle cultive, d'accord. Alors le mot de la fin, peut-être on n'a pas évoqué un aspect important, ce sera le mot de la fin. Parce qu'on voit qu'il y a des campagnes avec des budgets quand même très différents. Certains candidats qui font des tours de France, on l'a vu, non, pour Bruno Le Maire. Elle, on a l'impression Nathalie Kosciusko-Morizet qui a fait quand même plutôt campagne sur les plateaux télé. Il y a peut-être aussi des moyens dans la campagne qui jouent et qui vont jouer. Le mot de la fin, tous les deux, là-dessus? Franchement, faire un tour de France, aujourd'hui, ça coûte le billet d'un billet de train. D'accord. Ça coûte pas cher, parce que les salles sont mises à disposition, les chaises sont mises à disposition. Il n'y a pas d'écran, d'accord, donc tout le monde peut le faire, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas une campagne présidentielle avec des moyens. Puis, je veux dire, depuis ce qui s'est passé en 2012... Cette primaire va coûter très cher. Non, je pense que c'est pas une primaire qui va... Enfin, s'il y a 8 candidats et qu'ils dépensent chacun 1 million d'euros, ça finira par coûter très très cher. Mais je ne sais pas pourquoi, dans l'avenir, les campagnes présidentielles coûteront de moins en moins cher. D'accord, donc pour vous, c'est pas le sujet, c'est pas ce qui marque les différences de style là-dessus? Il y a un élément clé aussi de différence dans les différentes campagnes des outsiders, c'est que certains font réellement campagne pour la présidence de la République, d'autres, à mon avis, font davantage campagne pour Matignon, par exemple, et ça les amène à ne pas être trop transgressifs, à ne pas se faire trop d'ennemis. Lesquels, par exemple, là, dans ce qu'on vient de voir? Non, c'est impossible à dire pour l'instant. Alors, il faut revoir l'émission, et essayer, à l'aune de cette remarque de fin, de savoir de qui Jérôme Sainte-Marie cherchait à parler. Merci à tous les 4 pour ces décryptages. Merci à Marie Lebon et à Antoine Cariou et à Aurélie Dafas aussi cette semaine qui sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Il y avait du monde. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés. Oui, qui fait campagne pour le...
Je suis extrêmement lâche. Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs. oui, oui. C'est vous qui le dites. Mais tu es filmé. Le vrai outsider, c'est Sarkozy. Le vrai outsider, c'est Sarkozy. Bon, enfin là, on peut pas dire qu'il fasse grand-chose de spectaculaire en ce moment, non? Non, il doit chercher la solution. Il cherche la clé. Parce que pour l'instant, il ne l'a pas trouvé. Alors, il ne faut pas partir avec le micro, ça m'est déjà arrivé. Merci beaucoup.